Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de suivre votre émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 29 août 2021. Dès le début de cet entretien, un hommage à Maître Alioune Badara Cissé, qui nous a quittés hier, ci-devant médiateur de la République, ancien ministre des Affaires étrangères. À sa famille, nous présentons nos condoléances, ainsi qu'au président de la République, Macky Sall, mais aussi au directeur général de la RTS, puisque le défunt est un membre fondateur de l'Alliance pour la République. Paix à son âme. Notre invitée du jour, Madame Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises. Madame le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Oumar Ning. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances à la famille de Maître Alioune Badara Cissé, suite à son rappel à Dieu. Mais également présenter mes sincères condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à tous nos camarades de l'Alliance pour la République. C'est une grande perte pour le pays, mais aussi pour notre parti. Oui, merci beaucoup. Madame la ministre, merci donc de répondre à notre invitation. Le prétexte, c'est évident. Les prix des denrées de première nécessité, ou du moins certaines denrées, ont connu une hausse ces derniers temps sur le marché. De même, il y a des ruptures de stock notées concernant également certains produits comme le sucre. Tout cela appelle des explications venant de vous. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Omar, je voudrais tout d'abord saluer les téléspectateurs qui nous suivent et toute l'équipe de la RTS. Avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler les missions du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a plusieurs missions, mais je vais m'appesantir sur 3 missions essentielles. La première, c'est l'approvisionnement correct du marché. Cela veut dire que le ministère du Commerce s'évertue à faire en sorte qu'on ne connaisse jamais de rupture de stock. Et nous travaillons beaucoup avec les importateurs, mais également les producteurs, pour qu'il y ait une bonne disponibilité des produits de toutes sortes sur le marché sénégalais. Donc, à chaque fois que le consommateur se rend dans une boutique ou dans un supermarché et qu'il trouve les produits dont il a besoin, il doit savoir que le ministère du Commerce y a travaillé avec les commerçants. La deuxième mission, c'est la qualité des produits. Parce que, comme vous le savez, la qualité du produit influe sur la santé de la personne. Donc le ministère du Commerce veille à ce que les produits proposés aux Sénégalais soient des produits de qualité. C'est pourquoi aucun produit alimentaire ne peut être introduit sur le territoire sénégalais s'il n'a fait l'objet d'un contrôle. Mais également, aucun produit fabriqué au Sénégal ne peut être mis sur le marché sans qu'il ne subisse ce même contrôle. Et nous avons pour cela le laboratoire national d'analyse et de contrôle qui nous aide à faire les analyses. La troisième mission, c'est la préservation du pouvoir d'achat. Le ministère du Commerce travaille toujours à maintenir un niveau de prix bas, un niveau de prix acceptable. Aujourd'hui, notre pays, les populations vivent une situation assez complexe de hausse des prix. Qui peut nier aujourd'hui qu'il y a une hausse des prix des denrées de première nécessité? Donc c'est une réalité, c'est une réalité, vous le confirmez? C'est une évidence qui est là. Cette hausse se justifie par plusieurs paramètres. Il reste évident que nous comprenons la forte préoccupation des Sénégalais qui, depuis 2012, ont perdu l'habitude des hausses. Parce que, comme vous le savez, en 2011, nous avions atteint des niveaux de prix extrêmement élevés. Et quand le président de la République est arrivé, son Excellence Macky Sall, il a pris des mesures fortes pour faire baisser les prix. C'est pourquoi un produit comme le sucre que vous venez de citer,
qui coûtait 700 francs en 2011, son prix a été ramené sous le régime de l'administration, parce qu'avant c'était un prix libre. On l'a ramené sous le régime de l'administration pour avoir une meilleure visibilité, mais également un contrôle sur son prix. Et également, l'État a renoncé à 12 points de pourcentage de taux de TVA, puisque la TVA est passée de 18 à 6% pour permettre toujours de maintenir le prix. Et à la faveur également du contexte mondial qui était favorable, donc nous avons pu maintenir des prix stables de 2012 à 2019. Mais comme vous le savez, en 2020, la pandémie est arrivée. Et quand la pandémie est arrivée avec les mesures de restriction, mais également aujourd'hui de plus en plus de navires sont un peu à l'arrêt, mais également un problème de disponibilité de conteneurs, tous ces facteurs contribuent aujourd'hui à un renchérissement des coûts. L'État du Sénégal n'est pas resté de marbre, il a toujours cherché à trouver des solutions. Et notamment pour certains produits, dont le blé, pour éviter qu'il n'y ait de hausse du prix du pain, l'État a également là renoncé à une partie de ses recettes pour favoriser l'approvisionnement du marché. Donc le contexte mondial est défavorable. L'État fait des efforts, mais pour que les efforts de l'État puissent être véritablement sentis par les populations, il fallait avoir un contexte mondial favorable. Donc les deux conditions, effort de l'État et contexte favorable, ne sont pas réunis. C'est une seule condition qui est réunie, l'effort de l'État. C'est pourquoi on sent encore la hausse. Donc on l'explique par des facteurs exogènes qui ne dépendent pas des efforts qui sont consentis au niveau de l'État. C'est vrai, vous l'avez rappelé, la baisse des prix des denrées a été érigée en priorité dès 2012, grâce à des mesures d'homologation et de fixation. On a vu qu'il y a eu plusieurs baisses, c'est vrai, il faut le rappeler. Donc, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est qu'avec le contexte actuel, face à la situation, l'État n'a pas assez de moyens pour contenir les prix, c'est ça? Vous savez, le président de la République, comme on le dit, c'est le père de la nation. Donc, quand les Sénégalais ont un problème, ils s'adressent à leur père, qui leur trouve toujours une solution. L'État est en train de trouver des solutions. Il y a des mécanismes déjà en place qui ont permis de contenir les prix jusqu'à un moment. Le problème, c'est qu'au niveau international, il y a toujours les prix qui continuent de flamber. Donc, à chaque fois, il faut de nouveaux mécanismes. Et donc, aujourd'hui, le ministère du Commerce et l'ensemble du gouvernement travaillent encore sur d'autres mécanismes pour voir comment soulager la bourse des... La structure qui a été mise en place, on le rappelle également, en 2012, c'était le comité de suivi pour les prix. C'était ça. Ça continue d'exister? Oui, le comité de suivi des prix est toujours là. Et il est présidé par le ministère des Finances. Le ministère du Commerce assure le secrétariat. Il est évident que depuis quelque temps, il ne s'est pas réuni. Mais les concertations entre le ministère du Commerce et le ministère des Finances et le ministère de l'Économie également sont des concertations régulières, ce qui nous a permis justement d'apporter certaines solutions pour atténuer la hausse, l'impact de la hausse sur le marché sénégalais. Certains attribuent ces hausses à un besoin de recettes de l'État, comme si c'était fait à dessein, quoi. L'État y trouvait son compte. Qu'est-ce que vous répondez en tant que membre du gouvernement? Vous savez, le président de la République a toujours basé sa politique d'abord sur le social. Comme vous le savez, il a pris énormément de mesures pour aider les ménages sénégalais. Et les denrées de première nécessité sont tellement essentielles qu'on ne peut les taxer. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de taxes véritablement. Il y a au contraire un renoncement de l'État à certaines recettes pour favoriser le pouvoir d'achat des ménages. Donc je ne sais pas sur quoi se fondent en tout cas ces personnes qui prétendent que c'est en raison d'un endettement ou bien d'un besoin de recettes. Mais ce que je peux dire en tant que ministre du Commerce, c'est qu'il n'y a pas de taxes supplémentaires sur les denrées de première nécessité. Au contraire, l'État a renoncé à une bonne partie de ses recettes
pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Donc aujourd'hui, de façon plus concrète et plus simple, si aujourd'hui les prix des denrées augmentent, c'est parce que il y a des facteurs qui sont indépendants de l'État. L'État fait ce qu'il doit faire. En fait, l'État est en train de faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, le problème, c'est que c'est un problème déjà structurel. Parce que vous savez, notre consommation est complètement extravertie. Une bonne partie de nos produits de consommation nous vient de l'étranger. Et au niveau international, quand la demande est plus forte que l'offre, les prix flambent. Et surtout quand il y a un contexte comme celui que nous sommes en train de vivre, la pandémie, qui a entraîné le confinement dans certains pays, les problèmes de disponibilité de conteneurs, etc., tout de suite, il y a un surcoût. Et ce surcoût, il se répercute sur le prix. Et donc, naturellement, nous importons l'inflation. C'est pourquoi le président de la République a très tôt demandé à notre pays de travailler en vue d'atteindre l'autosuffisance. Et c'est pourquoi il s'investit autant dans la mécanisation, dans la subvention, etc., pour faire en sorte que notre agriculture soit une agriculture performante. Parce que c'est à partir de là que nous pourrons mieux maîtriser. Mais tant que nous importerons tout ce que nous consommons, nous subirons malheureusement les méfaits ou bien en tout cas les contre-coups de la hausse au niveau international. La solution structurelle, c'est vrai, c'est une production abondante en vue d'une consommation par les populations. Votre ministère travaille au respect des prix de façon générale. Qu'est-ce qui est fait pour qu'il n'y ait pas de spéculation abondante sur le marché? Le ministère du Commerce, avec ses services, sont tout le temps sur le terrain. Donc les services, notamment de contrôle, sont sur le marché et veillent vraiment à ce que les prix soient respectés. Aujourd'hui, sur le riz, il n'y a pratiquement pas du tout de taxes ni de droits de douane, et ça depuis très longtemps, pour permettre justement aux Sénégalais d'avoir un produit moins cher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à certains qui parlent de soutien, d'un soutien supplémentaire, il faudrait qu'on comprenne que notre politique aussi, c'est d'avoir l'autosuffisance en riz. Il y a un soutien, si nous le faisons aussi sur le riz importé, il risque d'impacter la commercialisation de d'autres productions locales. Mais nous y travaillons. Maintenant, ce que nous faisons des services, c'est que déjà, nous veillons à vérifier tous les jours les stocks qui sont disponibles. Donc, ce qui nous permet d'être en permanence sur le marché. Mais en plus, nous contrôlons les prix qui sont pratiqués. Ouais. Et quand nous constatons qu'il y a une hausse ou bien un niveau de prix qui n'est pas du tout respecté, il y a des sanctions qui sont appliquées. Donc, vous vous rappelez, en 2020, durant la pandémie, tous les jeudis, nous faisions le point sur la situation des stocks, mais également sur les actions menées par le ministère du Commerce. Nous ne communiquons certes plus sur ces actions, mais ce sont des actions que nous menons au quotidien grâce aux services qui sont rattachés au ministère. Donc, on peut dire que les prix pratiqués actuellement sur le marché sont les prix normaux? On ne peut pas dire que ce sont les prix homologués, puisque comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, il y a certains prix qui sont respectés, notamment pour le cas du pain, du sucre. Parce que ce qu'il faut aussi que l'on comprenne, c'est que nous sommes en réalité sous le régime de la liberté. Oui. Donc, il n'y a qu'une poignée de produits dont le prix fait l'objet d'une administration. Et certains de ces produits, le prix est fixé de façon autoritaire, mais pour d'autres, le prix est homologué. C'est-à-dire quand on parle de prix homologué, c'est un cadre de prix qui est soumis au ministère du Commerce avec les justificatifs par l'industriel ou bien le commerçant, avec les éléments justificatifs pour que nous examinions si le prix est la hausse ou bien le prix qui est proposé est valable ou pas. Donc avant même toute application. Mais pour la plupart des produits de grande consommation au Sénégal, les prix sont libres. Donc il n'y a que pour les hydrocarbures, le gaz butane, le riz brisé, les tarifs de transport en commun, l'eau, l'électricité,
les tarifs des médecins conventionnés qui sont fixés de façon autoritaire. Maintenant, pour ce qui est des produits dont les prix sont homologués, nous avons le sucre, nous avons le pain, nous avons les huiles alimentaires en fût et en dosette, et nous avons également les produits pharmaceutiques. Et en termes de services, nous avons le tarif des auxiliaires de transport. Donc, ce sont ces produits et services uniquement qui font l'objet de prix administrés. Donc, mais pour le reste, comme la viande, etc., ce sont des prix libres. Ce sont des prix administratés, mais il faut veiller également à ce qu'il n'y ait pas de spéculation, parce que c'est souvent le cas, c'est ce que déplorent les consommateurs. Non, c'est-à-dire, cette année, comme je l'ai dit, la première mission du ministère du Commerce, c'est de veiller à l'approvisionnement correct du marché. Quand le ministère du Commerce sait qu'aujourd'hui, sur le plan international, les prix sont tels que si nous voulons imposer nécessairement aux commerçants de respecter un certain niveau de prix, ils risquent de ne pas approvisionner le marché. D'accord. Dans ce cas précis, ce que nous faisons, c'est que nous encourageons d'abord les commerçants à approvisionner correctement le marché. D'abord. Parce que quand le marché est correctement approvisionné, forcément, il y a des prix acceptables. Mais dès qu'il y a un problème de disponibilité de stock, tout de suite, les prix flambent. Donc, à certains moments, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, nous privilégions d'abord l'approvisionnement correct du marché en quantité et en qualité. Et après, nous travaillons sur les prix. Donc, actuellement, on ne peut pas, vous n'avez pas les moyens de veiller au respect des prix pratiqués, homologués. Si, vous vous souciez de l'approvisionnement, c'est ça? Nous nous soucions de l'approvisionnement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, une bonne partie des produits dont les prix sont homologués est respectée. Les prix sont respectés. Comme par exemple, je l'ai donné le cas du blé, parce que l'État est intervenu pour supporter l'inflation en fait qui est notée au niveau international, la hausse, pour quand même l'atténuer. Donc c'est pourquoi on a toujours le prix. Ça c'est le blé, oui. Quand on prend le cas du sucre, également, c'est le cas. Non, ça je vais y arriver. Oui. Et quand on prend également le cas du riz, le prix est à peu près respecté. C'est-à-dire le riz, c'est uniquement le riz non parfumé qui fait l'objet de fixation. Mais les autres catégories de riz, ils ne font pas l'objet de fixation c'est le riz de parfumé prix. Voilà, le riz qui a parfumé, connu une hausse. Voilà, le riz parfumé, le riz parfumé de luxe, ça vraiment, c'est le commerce est. On n'avait pas de prix sur ça. Non, parce qu'à chaque fois que l'État intervient, il intervient sur la catégorie de produits qui est le plus consommé par les ménages. Mais le riz parfumé de luxe, le riz parfumé, c'est une certaine catégorie de Sénégalais. C'est effectivement cette catégorie-là cette catégorie qui a connu effectivement l'huile maintenant, l'huile. Maintenant, pour l'huile également, c'est l'huile en fût et l'huile en dosette. C'est-à-dire les bidons de 20 litres ne font pas l'objet d'homologation. Et la dosette, c'était certes à 290, elle est aujourd'hui autour de 300. Donc, entre 290 et 300, on sait que c'est à peu près la même chose. Par contre, ce que nous sommes en train de faire pour ramener l'huile, le bidon de 20 litres, par exemple, à un prix acceptable, c'est que justement, nous avons travaillé avec le ministère de l'économie dans le cadre du comité de TEC pour qu'au niveau la TAI, la taxe d'ajustement à l'importation, soit ramenée à 5%. Pour encourager déjà nos industriels à importer de l'huile brute à un prix acceptable, à la transformer, donc raffiner cette huile brute et à la mettre sur le marché à un prix beaucoup plus acceptable. Donc, ça sont des mesures d'atténuation qui sont effectivement prises. Maintenant, concernant le sucre, là, le prix n'a pas augmenté. Ce qui se passe, c'est que, et même si vous l'avez noté, durant toute la période de pandémie, depuis 2012-2019, le prix est resté toujours stable autour de 600 francs. C'est seulement ces derniers jours qu'on a noté qu'il y a une certaine hausse parce que, tout simplement, le produit n'était pas disponible, n'était pas visible. Or, comme j'ai eu à le dire ailleurs, le ministère du Commerce a effectué une visite à la CSS et a effectivement noté qu'il y a une disponibilité de
plus de 32 000 tonnes de sucre. Ça, c'était le 9 août. Donc, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la demande, les prix internationaux étant très élevés, la plupart même les industriels qui importaient leur sucre s'approvisionnent au niveau de la CSS. Mais également les autres pays, les autres régions limitrophes qui n'achetaient pas le sucre au niveau de la CSS achètent du sucre au niveau de la CSS. Mais le sucre, actuellement, il est disponible au port. Et 32 000 tonnes, est-ce que ça couvre la consommation nationale? Non, la consommation nationale tourne autour de 15 000 à 18 000 tonnes le mois. Donc ça dépasse alors? Voilà, ça dépasse. Donc nous avons beaucoup plus... Voilà, vous avez assez de sucre. Mais sur ce cas particulier du sucre, il y a quand même des problèmes. Parce qu'on a entendu, par exemple, les commerçants de l'UNACOIS vous parler, en tout cas, de pénuries planifiées et provoquées. Au nom de quoi, si tant est que ça existe? Oui, mais vous savez, le ministère du Commerce veille à ce que chacun y trouve son compte, veille vraiment sur l'équilibre des relations entre les producteurs, le commerçant et le consommateur. C'est vrai, chacun a un intérêt particulier et nous veillons toujours à ce qu'il y ait cet équilibre. La CSS est une industrie sénégalaise qui est là, qui emploie des Sénégalais et qui aide aussi à créer de la richesse pour notre pays. Donc il y a un minimum de protection qui doit lui être apporté. Ce qui se passe et ce qui s'est toujours passé, c'est qu'elle ne peut pas couvrir la demande sénégalaise en sucre. Et donc, à chaque fois qu'il y a un gap, il y a les importateurs qui sont sur le marché. Mais cette année, la CSS nous avait affirmé, en mars, qu'elle disposait de suffisamment de stock et qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir le marché. Et à la fin du mois de juillet, ils nous ont également envoyé un courrier pour nous dire, à l'état actuel, le stock est disponible et que, quand même, par mesure de prudence, ils souhaitaient qu'on leur autorise l'importation d'une petite quantité pour approvisionner le marché au cas où. Donc, le ministère du Commerce a envoyé une mission pour aller vérifier la disponibilité des stocks parce que nous ne jouons jamais sur l'approvisionnement correct du marché. Et donc, nous avons effectivement constaté les stocks qui sont disponibles. Et pourquoi alors il n'y a pas de sucre sur le marché? Oui, mais le producteur ne peut pas distribuer le sucre. Celui qui distribue le sucre, c'est le commerçant. Oui. Et je voudrais encore rappeler que les commerçants, les producteurs, les consommateurs ne doivent pas avoir des positions antagonistes. Ils sont d'abord des partenaires. Et le ministère du Commerce joue le rôle d'arbitre. Et comme vous le savez, hein, dans les matchs, même les matchs de football, à chaque fois, on peut reprocher à l'arbitre d'être favorable à l'un ou l'autre camp. C'est effectivement donc, le cas. On vous accuse de rompre, par exemple, l'accord qu'il y a entre... L'année dernière, c'est la CSS qui accusait le ministère du Commerce d'être à la faveur des commerçants. Cette année, ce sont les commerçants qui nous accusent d'être aux côtés de la CSS. Demain, la CSS fera la même chose ou bien seront les consommateurs. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le ministère du Commerce veille vraiment à ce que l'équilibre ne soit pas rompu entre les différentes parties, parce que si jamais il venait à être rompu, tout le monde perdrait. Mais qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Quelle est la relation? Quels sont les détails de cette entente dont ils parlent, les commerçants, qui a été rompue selon eux? Qu'est-ce qui doit se passer concrètement pour qu'il y ait du sucre sur le marché? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entente, ils le savent très bien. Ce qu'il faut, et c'est ce que le ministère est en train de faire, c'est qu'aujourd'hui, l'importation, le sucre importé est à un niveau quand même très élevé. Et comme il y a des taxes qui sont appliquées sur le sucre, parce que vous savez, il y a la TCI qui permet de protéger notre industrie. Donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour que cette TCI soit suspendue le temps vraiment un peu d'approvisionner le marché à suffisance en sucre. Et donc, dès lundi, Inch'Allah, ce sera le cas. Et donc, les commerçants pourront
vraiment dédouaner leurs produits sans qu'il y ait la taxe conjoncturelle à l'exportation, à l'importation. En vérité, c'est une question assez complexe parce que, évidemment, c'est une vieille doléance du côté des commerçants qui parlent d'une protection de l'État au profit de la CSS. Ce qu'ils demandent, c'est une ouverture du marché pour peut-être casser ce monopole. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut retenir du côté de l'État, du gouvernement? L'État est engagé dans le processus d'industrialisation. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est industrialiser notre pays. Parce que, comme vous le savez, c'est à travers l'industrialisation que nous pourrons véritablement créer de la richesse. C'est à travers l'industrialisation que nos jeunes, nos femmes trouveront des emplois. Donc, nous devons encourager vraiment les industries installées au Sénégal, mais également encourager tous Sénégalais à créer des entreprises industrielles. Oui. Si nous ne le faisons pas, nous serons juste des consommateurs. Et je pense que le Sénégal a dépassé vraiment le stade de simple consommateur. Nous voulons non seulement approvisionner notre marché, mais également aller à l'assaut d'autres marchés. Nous le faisons dans d'autres filières, nous devons le faire également dans le sucre. Ce que nous demandons aux commerçants de faire, c'est qu'ils puissent se mettre ensemble pour créer une autre industrie, comme la CSS. Et en le faisant, non seulement nous allons rompre ce cycle d'importation de sucre, mais également nous allons créer davantage de richesses pour le Sénégal et les Sénégalais. Aujourd'hui, nous avons la zone de libre-échange continentale africaine qui offre plusieurs opportunités. Donc, si jamais les commerçants se mettaient vraiment à produire du sucre, ils pourraient également profiter de ce marché continental et je pense que cela ne pourrait que faire du bien à notre pays et à eux-mêmes. Donc, pour le moment, ce qui est une réalité, c'est que les commerçants ne sont pas en mesure de faire ce que la CSS fait. En tout cas, nous leur demandons de faire la même chose parce que et certains commerçants d'ailleurs, après avoir débuté par le commerce, ils deviennent des industriels. Donc je pense que ce sont des exemples comme ça qu'il faudrait donner. Mais vraiment pour le cas particulier du sucre, ils connaissent l'importance stratégique du sucre et la volonté en tout cas du gouvernement du Sénégal d'aller vers l'industrialisation. Et donc nous les appelons aussi à se mettre ensemble. Ils en ont les capacités, ils en ont la volonté. Je pense qu'il faut qu'ils se donnent les moyens d'avoir une industrie vraiment bien sénégalaise aussi qui fasse du sucre. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors maintenant, pour ce cas-ci urgent de l'approvisionnement du pays en sucre, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que le consommateur doit retenir du ministre du Commerce que vous êtes pour régler le problème de façon urgente? Le consommateur, ce qu'on peut lui dire, c'est que dès lundi, demain, Inch'Allah, il y aura suffisamment de sucre sur le marché à un prix abordable. Et donc, il va se rendre compte d'ici quelques jours que vraiment le prix sera revenu au niveau normal. D'accord. Alors, Madame la ministre, il y a aussi des spéculations agricoles comme l'oignon. Souvent, vous le voyez, des producteurs se plaignent d'une certaine mévente. Quelles sont ici les dispositions prises par vos services pour régler définitivement cette question? Il est vrai que les producteurs perdent beaucoup avec les méventes. L'oignon importé surtout était là à la base. Non, l'oignon importé n'a rien à voir avec les pertes des producteurs. C'est ce qu'ils disent, hein? Il n'a absolument rien à voir avec les pertes de producteurs puisque depuis de janvier 2021 à nos jours, il n'y a pas un seul oignon importé sur le marché sénégalais. De janvier à nos jours, il n'y a pas une seule pomme de terre importée sur le marché sénégalais. Ce qui se passe au niveau des producteurs, c'est que tout le monde fait la même chose au même moment. Or, ils ne disposent pas d'infrastructures de stockage, de conservation de leurs produits. Donc, quand la production arrive à maturité au même moment et qu'on n'a pas des moyens de conservation, alors que le marché ne consomme qu'une certaine quantité par jour et par mois, évidemment, il y aura des pertes post-récolte. C'est justement pour régler ce problème que le président de la République a décidé d'octroyer au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises une ligne de financement de
2 milliards en vue de la construction d'infrastructures de stockage. Ce n'est pas le rôle, en réalité, de l'État de construire des infrastructures de stockage. Ça doit être une affaire des privés. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de construire, mais il faut également gérer ces infrastructures de stockage. Mais, comme le président de la République est très sensible à la situation des producteurs, il a jugé utile de dégager cet argent et nous travaillons avec des privés pour que rapidement des infrastructures de stockage soient construites et que les producteurs ne connaissent plus les mêmes difficultés l'année prochaine. Mais également le ministère du Commerce travaille en vue de la mise en place d'une bourse de produits agricoles. Parce que ce qui se passe, c'est que le producteur, quand il produit, il ne sait pas s'il va vendre et où est-ce qu'il va vendre. C'est ça. Mais à travers les marchés à terme que nous sommes en train de mettre en place, le producteur, avant même qu'il ne produise, il saura où est-ce qu'il va vendre et à quel prix. Et à partir de là, on peut avoir une planification. Non seulement lui, producteur, il saura où vendre et à quel prix, mais même celui qui transforme. Parce que nous savons que même les entreprises qui sont dans la transformation sont souvent confrontées à la disponibilité du produit. Et quand le produit est disponible, le prix n'est pas uniforme tout au long de l'année. Mais à travers le mécanisme que le ministère du Commerce est en train de mettre en place, ces personnes aussi, ceux qui transforment aussi, pourront avoir une quantité déterminée de produits à un prix bien déterminé. Mais nous demandons évidemment pour cela l'engagement de tous, parce que le ministère a sa volonté, a ses stratégies, mais nous avons besoin de l'appropriation des populations, des producteurs, de l'accompagnement de tous les services de l'État pour réussir cette mission. D'accord. Avec les boulangers, vous avez stabilisé. Le blé est maîtrisé, vous le disiez tout à l'heure. On n'aura plus ces menaces d'arrêt de production chez les boulangers. Je voudrais tout d'abord saluer vraiment l'esprit coopératif des boulangers, parce qu'ils sont tous conscients du rôle que joue le pain sur la vie des ménages. Donc, je voudrais vraiment saluer leur esprit coopératif. Mais dire qu'effectivement, pour éviter qu'il n'y ait une hausse du prix du pain, le président de la République avait instruit le gouvernement de renoncer à certaines taxes sur le blé pour faciliter vraiment l'approvisionnement du marché à un prix acceptable. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi il n'y a pas de problème encore sur le prix du pain. Et je voudrais rassurer vraiment les boulangers sur le fait que l'État est en train de tout faire pour maintenir ce prix acceptable de la farine, afin qu'eux aussi, de leur côté, puissent respecter le prix. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le contexte n'est pas du tout favorable pour une hausse. Et nous leur demandons également de rester toujours mobilisés avec l'État, vraiment pour aider les ménages sénégalais à s'approvisionner en pain tous les jours, au quotidien. Les coûts de la vie. D'accord. Alors, rapidement, un mot sur le marché Sandaga. Vous avez peut-être votre opinion sur les différends qui existent entre les différentes les mairies concernées en tout cas, mais surtout c'est surtout sur le volet modernisation des marchés que je voudrais vous interpeller, parce que vous êtes le ministre du Commerce. C'est à la lumière des incendies et autres sinistres qu'on connaît sur les marchés du Sénégal à travers le territoire national. C'est sous cet angle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le marché Sandaga est un marché prévu dans le cadre effectivement du programme de modernisation des marchés, qui est un large programme qui porte sur 81 marchés pour un budget prévu de 69,5 milliards. Oui, c'est un programme que le gouvernement du Sénégal a initié suite aux nombreux incendies. Et comme nous le savons, les incendies entraînent beaucoup de pertes, à la fois pour les commerçants, mais également pour l'État. Et il était donc urgent pour nous de moderniser vraiment les marchés.
Et le marché Sandaga fait partie justement de ce programme. Mais aujourd'hui, sa construction est confiée à la mairie de Dakar Plateau. Et donc, qui a en charge de moderniser ce marché. Et le ministère du Commerce est toujours là. Nous, ce que nous demandons juste aux partis, c'est de toujours discuter pour rapprocher les différentes positions. Et déjà, vous pensez que c'est à la mairie de Dakar Plateau qu'il revient la paternité du marché? Non, moi, je n'ai pas d'opinion véritable sur ça. Ce que nous voulons, juste, c'est parce que nous avons longuement échangé avec la ville de Dakar et aussi bien avec la mairie de Dakar Plateau. Mais je pense que tout dépend de l'interprétation de chacun. Mais ce qui est important et constant, c'est qu'en réalité, je pense qu'il n'y a pas un grand fossé entre les différentes parties. Il suffit juste que les différentes parties s'asseyent et acceptent de discuter pour trouver un bon. Je pense que tout le monde a besoin que ce marché soit modernisé. Mais peut-être comment le faire, c'est peut-être ça la question. Mais je pense que si les parties parviennent à se mettre ensemble, elles pourront véritablement trouver une solution apaisante pour tout le monde. D'accord. Alors, le commerce tend à faire oublier un volet important, les petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle prépondérant dans le développement socio-économique de notre pays. Quelle est la politique? Quel levier avez-vous pour accroître la consommation, la croissance, autant pour moi, de ces petites et moyennes entreprises dans notre pays? Les petites et moyennes entreprises sont extrêmement importantes pour notre pays, d'autant plus que l'essentiel de notre tissu économique est constitué de ces petites et moyennes entreprises. Et donc le ministère du Commerce et des PME a un rôle crucial à jouer dans le développement économique. Nous veillons à ce que les petites et moyennes entreprises puissent être mises à niveau. Donc c'est pourquoi nous avons le programme de mise à niveau. Mais également, surtout, à ce que ces PME aient accès au financement et aux services d'appui technique. Donc, vous savez qu'on a l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui intervient pour accompagner les PME. Nous avons également, pour ce qui est des PME qui sont dans l'agroalimentaire, il y a un accompagnement pour les mettre en relation. Nous avons un projet au niveau du ministère du Commerce qu'on a intitulé le projet de connectivité des marchés. Donc, parmi les volets, il y a le volet mise en relation d'affaires avec les grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces ont justement cette capacité d'absorber de grandes quantités de produits, mais aussi avec un niveau de qualité bien déterminé. Donc, c'est cet accompagnement que nous faisons déjà pour les PME, pour les aider non seulement à être performantes sur le marché sénégalais, parce qu'avant que la PME ne soit performante sur le marché international, elle doit d'abord être performante sur son propre marché. Parce qu'à travers ce marché domestique, cette PME peut avoir des informations, des retours d'informations qui pourront lui permettre de s'améliorer et donc d'être en mesure d'affronter le marché international. Justement, dans un contexte de ZLECAf, ces PME doivent être... en tout cas, ils doivent avoir une robustesse pouvant leur permettre de relever le défi de la concurrence à l'échelle continentale. Est-ce que les conditions sont réunies? Les PME sénégalaises sont déjà, comme je le dis, très dynamiques sur le marché international, notamment le marché africain. Et le Sénégal importe à peine 17% de ses besoins sur le marché africain, alors que plus de 40% de nos exportations se font sur le marché africain. Donc, pour dire que nous avons déjà des PME très présentes sur le marché africain. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, il y a des facilités qui seront offertes donc à ces PME. Donc, certains de nos PME qui exportaient, par exemple, dans d'autres pays d'Afrique centrale, etc., peuvent maintenant accéder à ces marchés sans supporter les mêmes droits de douane ou les mêmes restrictions qu'elles supportaient avant. Donc, c'est un avantage pour ces entreprises qui sont déjà sur ces marchés, qui pourront ainsi accroître leurs exportations sur ces différents marchés. Évidemment, nos PME pourront également être confrontées à la concurrence d'entreprises d'autres pays. Mais il y a lieu de comprendre que ce n'est pas 100%
du commerce qui est libéralisé. C'est-à-dire que tous les produits ne vont pas entrer sur le territoire sénégalais. Il y a certains produits qui sont exclus de la libéralisation parce que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, 90% des lignes tarifaires sont libéralisées, mais c'est sur une période vraiment de 5 ans, 10 ans pour les PMA. Maintenant, il y a 7% de produits sensibles qui bénéficient d'une durée beaucoup plus longue de 13 ans de libéralisation. Et il y a 3% de produits exclus de la libéralisation. Et tout cela, nous le faisons dans le cadre de la CEDEAO. Et donc, ce qui nous a permis jusque-là, en tout cas, de prendre en compte les préoccupations du Sénégal, quels sont les produits qui méritent d'être protégés pour permettre justement à ces entreprises d'être beaucoup plus robustes avant d'être confrontées à la concurrence. Donc, les mesures vraiment sont prises. Mais en plus, nous avons élaboré une stratégie nationale, ZLECAF, pour mettre en place des stratégies pour aider nos entreprises à gagner davantage sur le marché africain. Et donc, nous avons plusieurs axes, donc 4 essentiellement, 4 axes. Il y a un axe qui concerne la mise à niveau, l'autre concerne l'accès des jeunes et des femmes à ce type de marché, mais également il y a le renforcement des capacités et le développement de certaines opportunités. Donc il y a tout un accompagnement qui est là, un dispositif, et nous y travaillons, notamment la direction du commerce extérieur et le bureau de mise à niveau travaillent étroitement pour aider les entreprises sénégalaises à bien se préparer et à bien tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Bien. Les inondations, maintenant. Kermassar, c'est une localité emblématique. Vous résidez là-bas et vous partagez donc la peine des populations. Actuellement, comment se présente la situation après le déclenchement du plan Orsec? Oui, concernant les inondations, il est vrai que c'est très dur pour des populations de vivre sous les eaux, mais il faut noter que rapidement, des solutions ont été trouvées. D'abord, il faut saluer les efforts de l'État, consistant vraiment à lancer la phase 2 du projet pour aider justement à assainir, à créer des voiries, à des infrastructures hydrauliques, etc., pour aider vraiment à évacuer les eaux. Les premiers pluies se sont très bien passés. Le problème est apparu quand on a eu les secondes pluies qui ont duré sur environ 2 jours et donc qui ont impacté beaucoup de maisons. Mais depuis le déclenchement du plan Orsec, une bonne partie vraiment de ces maisons sont soulagées. Et nous continuons aussi, nous en tant que citoyens, également habitants de Kermassar, d'appuyer les populations. Et je peux dire qu'une bonne partie aujourd'hui des familles sont retournées dans leurs maisons. Donc vous n'attendez pas les actions qui sont menées parallèlement à vos collègues en charge carrément de la gestion du phénomène. Vous, en tant que citoyenne, en tant qu'autorité qui résidait là-bas, vous menez des actions auprès des populations, c'est ça? Vous savez, l'État est là pour tout le monde. Et il intervient pour tout le monde. Et beaucoup de moyens vraiment impressionnants ont été déployés pour soulager les populations. Mais quand on est responsable dans une localité, tout ce qui touche les populations vous touche également. Et donc, il me semble tout à fait naturel, non seulement en tant que citoyenne, mais également en tant que collaboratrice du président de la République, donc membre du gouvernement, de mener des actions qui vont également aider à atteindre les objectifs de l'État. Parce que vous savez, il y a des coins peut-être reculés qui ne sont pas adaptés à certains types d'engins. Il faut qu'il y ait de petits engins et on ne peut pas demander à l'État d'aller jusqu'à déployer de tout petits moyens pour soulager les populations. Donc il y a à partir de ce moment un relais aussi qui doit être apporté pour permettre véritablement de soulager les populations. Et c'est ce que nous faisons depuis le début des inondations. Et nous avons déployé des moyens
en collaboration évidemment avec les associations sportives et culturelles, les délégués de quartier, pour vraiment permettre rapidement de prendre en charge les préoccupations des populations. Donc, moi, je reste persuadée que d'ici quelques temps, tout cela sera derrière nous. Hier seulement, j'ai échangé d'ailleurs avec le ministre Omar Gueye, dont je salue l'engagement. Je dois témoigner ici de son engagement à exécuter conformément à la volonté du chef de l'État ce projet pour qu'il soit, pour soulager les populations. Et donc, je pense que d'ici même les prochains jours, on va noter qu'il y a une nette amélioration. Et donc, après l'hivernage, quand tous ces travaux seront terminés, je pense que cette question d'inondation sera largement derrière nous. Le président de la République n'a pas créé le département de Keur Massar comme ça. Il a créé le département de Keur Massar parce qu'il veut apporter des réponses concrètes aux problèmes que vivent les Massarouas. Donc, je pense que très rapidement, également, nous noterons, les Massarouas et les Massarouaises noteront des améliorations. Mais, comme vous le savez, hein, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Bien sûr. Parfois, pour bien faire les choses, on a besoin de supporter quand même certaines conditions. On parle beaucoup quand même de ces investissements qui sont faits dans le cadre des travaux justement structurants du projet 2. Je ne vous demande pas de confirmer ou de démentir, mais en tant que membre du gouvernement et responsable habitant Keur Massar, vous êtes quand même pour la transparence dans la gestion de ces fonds qui sont dégagés pour les travaux qui sont en cours sur place. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de transparence sur ces travaux, parce que vu l'importance que le président de la République accorde à ces travaux, je ne vois pas comment quelqu'un peut chercher à faire des choses qui ne sont pas du tout transparentes. On parle de détournement notamment de fonds. Vous savez, toujours au Sénégal, malheureusement, il y a certains parmi nous qui aiment créer un peu ce genre entretenir ce genre de rumeurs. Mais moi, je reste persuadée que compte tenu de l'importance que revêtent vraiment ces infrastructures, et également toute la procédure qu'il faut suivre de l'engagement jusqu'à, en tout cas, au décaissement, je ne vois pas comment quelqu'un peut se permettre de détourner quoi que ce soit là-bas. Maintenant, les marchés publics sont les marchés publics. Parfois, il y a des lenteurs qui peuvent être notées. Il y a parfois peut-être certaines informations qui ne sont pas disponibles, mais en aucun cas, il ne peut s'agir de détournement. J'en suis persuadée. D'accord. On va vers des élections territoriales pleines d'enjeux. Vous êtes de la localité de Keur Massar, vous militez là-bas, donc intéressé par la mairie. En tant qu'habitante de Keur Massar, il est tout à fait normal que si je pense que je peux apporter des solutions donc, aux problèmes auxquels les Massarouas et les Massarouaises sont confrontés, que je puisse en tout cas postuler. Mais je suis membre d'un parti, l'Alliance pour la République. Également un membre d'une coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous nous en tenons aux orientations du parti, mais également à la décision du président de la République. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, plus que jamais, c'est apporter notre touche, mais apporter notre contribution au développement de Keur Massar. Keur Massar est une très grande localité, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais également le département de Keur Massar de façon générale est une nouvelle création du président de la République. Notre souhait en tant que membre de l'Alliance pour la République, c'est de faire de ce département mais une localité qui n'a rien à envier aux autres, et particulièrement à la commune de Keur Massar Nord, où je vis, où également j'ai toute ma famille. Et je vois toujours au quotidien les conditions dans lesquelles sont les populations, et nous voulons véritablement apporter notre contribution. Entre vous, généralement, il y a quelques petits problèmes liés même aux instructions, enfin pas aux instructions, mais aux inscriptions sur les listes électorales. On parle de militants de Assom Diatta, militants de notre responsable qui se crêpe le chignon. Si ce n'est pas entre vous, c'est entre la mouvance et l'opposition. Comment se passe cette sorte de pré-campagne, si on peut le dire comme ça, entre guillemets?
Non, vous savez, quand on est en politique, il y a la compétition. Et quand il y a une compétition, toujours il peut y avoir quelques malentendus. Mais je dois dire que nous ne connaissons pas à Kermassar ce que nous voyons ailleurs. Parce que quoi qu'on dise, il y a quand même une limite que les gens refusent de franchir. Et je voudrais encore une fois les féliciter et nous encourager tous, qu'on soit de la mouvance ou bien de l'opposition, à faire en sorte vraiment de maintenir un climat de paix. Parce que quand il y a un problème, souvent, comme vous l'avez dit, ce n'est pas entre les leaders, c'est entre les partisans de ces leaders. Et donc, s'il y a quelqu'un qui va en subir les conséquences, cela peut être un peu ses partisans. Et nous devons quand même protéger nos partisans en les exhortant à coopérer, à aller dans le sens vraiment d'apaiser le climat social. Et je dois dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre commune, Kermassar Nord, a enregistré un bon taux, un bon niveau en tout cas d'inscription. Et je pense que c'est parce que tous les acteurs véritablement politiques de la localité ont sensibilisé leurs militants pour les inciter à aller s'inscrire massivement. Parce qu'on ne peut pas exprimer son choix si on n'est pas inscrit sur les listes électorales. Donc, je pense que la première phase, c'est l'inscription sur les listes électorales. Le reste suivra. Parce que même si ce sont vos propres partisans qui sont inscrits sur les listes électorales, d'ici à janvier, il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait trouver les moyens de toujours les maintenir avec soi pour qu'ils puissent voter pour vous. Je vous remercie, Madame le ministre, d'être venue. Voilà, je vous remercie encore une fois, Oumar, et je voudrais encore une fois dire aux populations que le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions utiles pour les aider en tout cas, à préserver leur pouvoir d'achat. Le Conseil national de la consommation se tiendra mardi, Inch'Allah, et c'est l'instance qui décide vraiment des prix des denrées. Merci beaucoup. Madame le ministre Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Mesdames, Messieurs, merci. À vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Point de vue. On se retrouve dimanche prochain.